Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Hello et je suis ravie, Magali, de t'accueillir dans le podcast Émancipation féminine. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qui tu es aujourd'hui? Donc, l'idée, c'est de te présenter, pas forcément par ton job, c'est un exercice. Tu te présentes comme tu veux, si possible, sans parler de ton job. Si possible, sans parler de mon job. Ouais. Ah Au moins ouais, pour cette première question. Après, on y arrivera. c'est un beau défi. Parce que c'est vrai qu'on a une petite tendance, ou j'ai une petite tendance de me présenter par mon job. L'inconvénient, c'est que je sais pas forcément trop le faire. Donc, qui je suis? Qui je suis? Mais je suis une femme de plus en plus libre. Ouais, c'est comme ça que je peux dire. Je suis une femme de plus en plus libre. Euh, ouais, tu vois, ça me court-circuite de pas parler de mon job parce que je vois que j'ai tendance à partir un petit peu là-dedans. Mais je suis quelqu'un en recherche de prendre pleinement ma place. Ouais. Et en ce moment, mais on va dire vraiment dans ma vie, en ce moment, c'est vraiment la réflexion autour de la place féminine. C'est pour ça que finalement, on va faire résonance toutes les deux. Et c'est vraiment la place de la femme, la place de la mère, puisque je suis maman de grands garçons maintenant. Ouais. Et tu vois, c'est vrai que mon réflexe, ça serait de me présenter soit par mon boulot, soit par le fait que je sois mère. Ouais. Euh, mais tout fait partie de moi. C'est pour ça Complètement. que j'ai l'impression d'occulter une partie de moi en me présentant finalement. Tu peux le dire. Vas-y, si ça te brûle les lèvres, tu peux dire ce que tu fais. Tu vois, c'est vraiment ça. Finalement, aujourd'hui, je travaille à partir de qui je suis, donc qui fait que ça fait partie de moi, au même titre que tout le reste. Et aujourd'hui, j'ai des pas dans des pas dans ma vie qui vont dans la même direction, que ce soit la mère, que ce soit la femme, que ce soit la pro. Donc c'est Yes. indissociable pour moi. Donc Et alors, que j'imagine ce que fais-tu je de faisais, tu beau? vois. Ben voilà, c'est magnifique. Bravo pour l'exercice. Tu peux te lâcher maintenant. Magali, dis-nous tout. Que fais-tu, s'il te plaît? Mais c'est toujours compliqué parce que je suis thérapeute, donc ça relève plus de la psychothérapie que les massages, puisque quand je dis que je suis thérapeute, parfois on me demande si je fais des massages, ce que je ne fais absolument pas. Et surtout, la partie que j'aime vraiment beaucoup dans mon travail, c'est la supervision de coach et de thérapeute. Ah, j'adore. Voilà, Pourquoi tu aimes cette partie-là? Tiens. ouais, c'est ma zone de génie. Ce bout-là, c'est ma zone de génie et c'est ce qui réunit finalement les deux. J'ai été prof pendant 20 ans Ok. et la thérapie, ça équivaut finalement, enfin, ça mène tout tranquillement, pas vite à la supervision et c'est vraiment cet espace-là que j'aime vraiment beaucoup. Génial. Ça veut dire quoi, du coup, pour toi, travailler et comment ça a évolué dans ta vie? Parce que j'entends que tu es prof, donc c'est une partie de la réponse. Mm. Ça veut Comment dire ça a quoi, évolué dans travailler? ma vie? Bon, moi, Ouais. je suis prof dans mes cellules. Je suis prof dans mes cellules. Quand j'étais petite, j'avais décidé que je serais maîtresse, donc j'étais pas. Je pense à partir du moment où j'ai commencé à parler, c'était ça, mais que je serais aussi docteur de l'âme. Donc, dès le départ, j'avais décidé, en somme, d'être prof et psy. Et j'ai eu plusieurs essais. Je me suis retrouvée prof de français et de lettres, donc en première et terminale pendant 20 ans. J'ai pu commencer des études de thérapie. Je pensais faire les deux en même temps parce que ça me semblait être complètement adéquat. Un mi-temps de prof, un mi-temps
thérapie. Bon, la supervision, à ce moment-là, était pas du tout, dans les cahiers. C'est arrivé très vite, mais c'était pas dans les cahiers et hem et puis, bah, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que, bon, je peux le dire effectivement tout à fait ouvertement, l'éducation nationale, je sais pas comment dire, est allée au-delà de, enfin, je suis allée au-delà de mes possibilités dans l'éducation nationale. Et donc, au départ, je voulais vraiment pouvoir apporter, la thérapie, dans cet espace, non pas avec les élèves ou les étudiants, mais, peut-être plus, en formant les collègues, sur, les systèmes relationnels, sur, la posture d'autorité, tu vois? Tous ces petits bouts-là et non, finalement non, pas du tout et ça s'est soldé, par un burn-out absolument, magnifique. Il me restait 2 heures de cours, j'ai pas pu les faire. Oh Donc waouh, ouais, violent. Ouais c'était beau comme ambition de vouloir ramener ça et ça aurait ramené tellement d'humanité dans l'éducation nationale. Ouais. oui, oui, mais je l'ai fait en partie, tu vois? Mais à un moment donné, ça s'est quand même chevauché et je me suis retrouvée quand même aussi avec une difficulté, c'est que j'avais des élèves qui, pendant les intercours, me livraient des choses tellement, lourdes. Moi, j'avais ma posture d'autorité prof, même si j'avais certaines, connaissances, je pouvais pas intervenir avec une autre casquette. Donc il y a aussi un bout, si tu vois, de frustration, de me dire: «Waouh, là, il y a du lourd». Hormis un moment qui correspondait à une jeune fille qui m'a dit que sa copine allait se suicider, elle savait pas quoi faire, donc ça, j'ai pu la guider vraiment. Mais bon, pour le reste, non. Donc, et puis au niveau de la prof que je pouvais être, tout à l'heure, un petit peu avant, on parlait de perfectionnisme, beh, je me suis pris le mur et pas qu'à moitié. Et là, c'était plus possible pour moi et ça n'avait plus de sens. Finalement, l'élément qui a fait, basculer les choses, c'est la dernière réforme du lycée. Et moi, je m'ai toujours dit que j'arrêterais le jour où je ferais du mal à mes élèves et là, moi, j'avais vraiment cette sensation-là. Donc c'était stop et je regrette absolument pas. Elle consistait en quoi? Alors peut-être que tout le monde n'est pas au fait de qu'est-ce que ça représentait pour toi, en tout cas avec ta vision de prof, à l'époque, ça représentait quoi cette, dernière réforme, du lycée? Toi peut-être en tant qu'enseignante, est-ce que tu voyais peut-être venir, bah, pour les étudiants aussi? Si tu as envie d'en parler. Mmh. Un non-sens total. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont enfin, elle a été refusée par un certain nombre d'instances et c'était un non-sens parce que j'avais cette impression de ne plus pouvoir créer un esprit pensant, aider, les élèves à vraiment savoir comment argumenter, repérer quand l'autre argumente, tu vois? Tous ces petits bouts-là, qui pour moi étaient importants. Ma matière était importante, mais ce qui était important, c'est de réussir à faire en sorte que eux comprennent que quand ils utilisent des mots ou quand en face, il y a quelqu'un qui utilise des mots, il y a quelque chose derrière et que le mot représente, la personne qui l'emploie, quel que soit le mot d'ailleurs. Donc moi, je prenais beaucoup de temps, auparavant à leur montrer ça pour leur prendre conscience que, leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être eux au travers de leurs mots et que des mots d'emprunt, c'est pas forcément, l'idéal et cetera. Et là, c'était plus possible. C'était plus possible, il y avait plus les mêmes exercices, donc ça composait pas la pensée. En tout cas de ma fenêtre, tu vois? Maintenant, la réforme a toujours lieu, ils ont réajusté deux trois trucs, mais elle a toujours lieu. Mais de ma fenêtre, c'est ça que ça faisait et moi je perdais aussi beaucoup en liberté pédagogique. Mmh et la liberté est quelque chose d'important pour moi. Ouais, tu l'as dit, du coup, en début d'épisode que c'était, bah, tu t'es définie par ce mot, que tu étais une femme de plus en plus libre, donc j'imagine comment ça devait être, frustrant et du coup, donc tu as ces cours que tu n'as pas pu finir, ces 2 dernières heures. Tu l'as pas senti arriver le burn-out, je suppose comme beaucoup de personnes? Non, je l'ai pas senti arriver. Aujourd'hui, je sais
Tu vois, aujourd'hui, je sais qu'il est arrivé bien plus tôt. Mais bien sûr, les signes, tu les vois qu'après coup. Ben, je les vois qu'après coup et je pense qu'en plus j'étais dans la phase finale du burn-out, donc la phase de toute façon ça va passer, la phase de toute puissance où moi je n'étais plus capable de m'en rendre compte. J'y suis retournée la rentrée d'après, hein, d'ailleurs, en me disant ben, c'est le moment de la réforme. Ça c'était juste avant la réforme. Là c'est le moment de la réforme, donc il faut que je prenne le train parce que sinon je ne vais pas pouvoir le prendre. J'ai dû me le prendre en pleine figure, le train, je pense. Tu vois, c'était pas forcément prévu au programme. Voilà, en me disant, de toute façon, j'ai toujours réussi à trouver de la liberté dans le cadre. Je vais pareil, tu vois, je vais retrouver. Mais la perte de sens, il n'est plus question de liberté quand il y a perte de sens. Et ensuite, bon, j'étais en première et terminale. Ça demande énormément de travail. À côté de ça, j'avais pas mal de missions aussi au rectorat. Je faisais passer le bac. Enfin, tu vois, tous les éléments. En première, il y avait le bac. En terminale, il y avait le bac puisque c'était en littérature. Donc, c'était que ça. Donc, j'avais une quantité de copies en continu. Et je t'avoue que les week-ends et les vacances, je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Qui fait qu'aujourd'hui, on touche plus à mes week-ends d'ailleurs, au passage. J'aime beaucoup travailler ça avec les femmes que j'accompagne pour pouvoir reposer des limites saines pour soi, en fait, et pour les autres. À partir du moment où on pose des limites pour soi, ça bénéficie à tous ceux qui nous entourent de près ou de loin, de toute façon. Donc, Totalement. ouais, j'imagine que là, bac français plus bac littérature, ça devait être une charge phénoménale, quoi. Ouais, c'était une Génial. charge phénoménale. Et en plus, moi, j'étais en formation de thérapeute À aussi. côté, waouh, et oui, non, Voilà. d'accord. Tu avais pas lâché ce déjà, c'était hyper ambitieux de vouloir faire les 2 à côté, mais du coup, ça faisait aussi pendant ces années-là, tu étais aussi, en train J'étais de en te former formation. ouais, J'étais en formation et c'est une formation plutôt demandante. Donc, effectivement, ça faisait quand même déjà pas mal de choses. Mais c'est vraiment l'élément euh, c'est l'importance des valeurs aussi. Et là, les valeurs au niveau de l'éducation nationale ne me correspondaient plus trop. Et si tu vois, je sais pas, à ce moment-là, tu m'aurais posé la question, j'aurais pas pu te répondre. Mais aujourd'hui, je pense que j'avais l'esprit entrepreneurial déjà à ce moment-là. Hem, Moi, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, donc c'est pas j'ai des profs, donc c'est pas ce que je connaissais vraiment, mais finalement, je trouve que l'esprit entrepreneurial me correspond bien plus. du coup, tu as eu comment ce déclic? Comment c'est arrivé? Donc, si je reprends le fil, avant que tu aies ce déclic entrepreneurial, il y a, bah, cette phase de burn-out, cette phase où tu t'arrêtes. Tu étais aussi toujours en formation de thérapie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi, pour ta vie, peut-être pour ton couple, ta famille, en tout cas, du moins professionnellement, comment tu t'arrêtes? Comment tu repars? Qu'est-ce qui se passe pendant Mmh. ce laps de temps? Parce que, là, ça t'a coûté énormément, quoi. Quand on fait un burn-out, c'est le mental, c'est le Ouais, corps, c'est c'est le la perte corps de surtout. sens, Mmh. c'est tout, Mmh. quoi, en fait. C'est la globalité de l'être, qui prend cher, quoi. Donc, Mmh. Ouais, prendre cher, je crois que c'est un peu le terme, mais oui, c'est le bon, terme du burn-out, voilà. clairement, tout prend cher. Je vais pas te dire que si c'était à refaire, je le referais, vraiment. Et en même temps, un peu quand même, hein, parce que tu parlais des limites tout à l'heure. Moi, je n'avais absolument pas conscience de mes limites. Entre autres, j'allais travailler avec une migraine carabinée que je ne sentais même plus. C'est mes élèves qui me disaient que je devais avoir une migraine parce que j'avais pas le même comportement, que physiquement, je faisais une grimace. Tu vois, ce genre de choses. Moi, je percevais même plus la douleur. Donc, les limites, autant te dire que c'était pas quelque chose que je connaissais vraiment, en tout cas à ce moment-là. Et c'est vrai que le burn-out m'a permis de me prendre mes limites en pleine figure, mais surtout de savoir où elles étaient. Parce qu'il y a des moments où je savais pas que j'avais une limite, mais là, je la sentais immédiatement, finalement. Donc, et ça m'a vraiment permis de voir bah, que j'étais limitée, alors que peut-être que je pensais que je ne l'étais pas tant que ça, et de voir les endroits où moi je bafouais.
mes limites et conséquemment, je me bafouais moi. Donc, les endroits où je me choisissais pas, les endroits donc ça a été mais vraiment, ça c'est le cadeau, le cadeau, réel du burn-out. Donc c'est pour ça que je te dis, si c'était à refaire, bon je il y a des endroits vraiment, j'aurais pas aimé y retourner parce que finalement, moi, c'est mon corps vraiment qui a refusé de fonctionner et mon cerveau qui a refusé de fonctionner au point de plus savoir comment ouvrir une porte, d'entrée, par exemple. Et tu vois, là, je te le dis, ça me fait des frissons. Ça, c'est traumatisant pour moi, parce que j'ai un cerveau qui fonctionne très bien, très vite. Donc là, ben non, ça patinait dans la semoule. Donc, ça a été très, très difficile à vivre, hein, d'être confrontée finalement à: «OK, tout mon mode de fonctionnement, ben là, il faut que je le revoie». Donc, ta question, c'était comment j'en étais arrivée à l'entrepreneuriat, on va dire par accident quelque part. Moi, j'avais bien prévu d'être prof et d'être psy, quel que soit, ce que j'allais faire, mais j'avais pas prévu d'être entrepreneur parce que ça faisait pas partie de ma famille, et puis bon, bah, voilà, quand je suis sortie de mon école de thérapie, je sais que je suis une excellente thérapeute. Je me suis dit: «Ouais, trop bien», sauf que non, ça marche pas comme ça et tu vois? Là, je me suis dit: «Ah ouais, d'accord, il y a quand même un problème» et c'est là que je me suis dit: «Ah mince, mais OK, j'ai une pratique, j'ai une approche, mais mon boulot premier, c'est d'être entrepreneur». Et là, mais nombre de femmes entrepreneuses, levez la main, même si on ne vous verra pas derrière vos écouteurs là. Nous 2 déjà, on hoche la tête, on en sourit parce que, alors, je suppose bien qu'en plus, en fac de psycho ou quoi, ou je ne sais pas par quel biais tu es passé, certainement la fac de psycho, mais à aucun moment on t'explique comment, faire ton boulot. On t'explique comment, accueillir, tes patients, tout ça, et gérer les cas cliniques, mais on ne t'explique pas comment tu vas te faire connaître. Donc cette partie entrepreneuriale et même nous, tu vois, moi je suis aussi sophrologue préparatrice mentale. Voilà, après je me suis formée à la thérapie brève, tout ça, beaucoup plus tard, mais on m'a pas appris. Bien vrai qu'on m'a fait un volet installation de cabinet, une journée, mais ça veut rien dire en fait, alors que derrière il y a tout un business à monter, donc ouais, et puis tu es là et tu es certifiée et diplômée et tu dis: «Bah, ils sont où les gens? J'ai mis ma plaque, ils sont où? Pourquoi?» C'est trop ça. Tout à fait. Alors, j'ai pas fait la fac de psycho parce que je suis pas Ouais, psychologue. OK, J'ai fait, pour te donner l'élément, c'est le CRAM, c'est le Centre de relations d'aide de Montréal. Donc, je suis formée, dans une école, québécoise. Certes à Paris, mais dans une école québécoise et avec une approche, du Québec, c'est l'approche de Colette Portelance. Mais OK, effectivement, on a aussi un petit bout, tu sais, sur les 3 ans d'études, on a aussi un petit bout, de, l'impact professionnel, comment on va faire et cetera. Sauf que c'est pas ça dans la réalité et que dans la réalité, tu dis: «OK, d'accord, d'accord, bah, OK, moi je pensais que j'avais monté ma micro, tout était bien, paf, paf, paf». Ben non, pas du tout. Donc, d'ailleurs, moi l'indice pour dire: «Attention, il y a un problème», ça a été, mon imposteur qui s'est pointé et mon imposteur s'est pointé sur le pan, de la thérapie, alors que je connais ma valeur en thérapie. Grâce à ce que j'ai pu construire, grâce au feedback que j'ai reçu, tu vois, l'expérience et cetera. Donc je connais ma valeur, mais là, je me sentais plus trop à la hauteur en tant que thérapeute, tu vois? J'arrêtais pas de me dire: «Non, ça va pas». Puis à un moment donné, j'étais: «OK, ça va pas». Je sais, je connais ma valeur, elle a pas changé et donc qu'est-ce qui se passe? Et finalement, bah, ce qui se passait, c'est que j'ai pas appris à être, entrepreneur. Donc je m'en suis occupée. Je me suis formée et je m'en suis trop occupée. bien. Et comment tu as fait alors? C'est-à-dire, je m'en suis occupée, comment tu as fait? C'était il y a combien de temps? Comme ça, on a la globalité de son parcours. Tu la globalité. Bah, écoute, je sais, ça date pas de si longtemps parce que finalement, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai continué à enseigner en post-bac, plus du tout le français, là, on était plus dans, le développement perso, la communication, tu vois? J'ai continué un petit peu ça. J'ai fait partie aussi de l'école qui m'a formée en tant qu'assistante psychopédagogique, donc tout ça, ça me prenait déjà pas mal de bandes passantes,
pas mal de temps, voire même quasi à 100%. Donc, j'ai pas forcément développé mon pan. J'avais toujours, finalement, en tant qu'assistante psychopédagogique, je faisais de la thérapie à longueur de journée, voire de week-end, parce que la formation, elle avait lieu le week-end. Mais j'étais pas dans mon propre business. Tu vois, aujourd'hui, je suis capable de dire business. Ça, c'est un truc complètement nouveau de dire business, hein. Et je fais exprès, tu vois, de le dire. Et parfois, je fais exprès pour provoquer un petit peu, mais me provoquer moi-même aussi. Maintenant, je suis assez alignée par rapport à ça. Et donc là, je me suis dit, non, mais je peux pas. Je peux pas y arriver toute seule je- dans le temps qui m'est imparti. Parce que le marketing, la com, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des choses que je peux apprendre. J'apprends vite, mais quand même, je ne suis pas non plus superwoman. Et qui fait que je me dis là, soit je prends encore 3 ans à apprendre tout ça, soit je me trouve une formation. Et on va mettre les petits plats dans les grands. C'est pas ça l'expression, mais c'est pas grave. En tout cas, on va y aller. Et donc, j'ai cherché à ce moment-là, plusieurs formations, assez complètes et je regrette pas parce que c'est une découverte, vraiment et un alignement qui m'a permis de dire: «OK, je suis entrepreneur et le truc auquel on touche pas, c'est ma liberté» et ça, mais personne n'y touche. Donc, voilà, tu vois? C'est un trop beau Et parcours, quoi. C'est waouh! Ouais, merci. il faut oser aussi, tu vois? C'est une remise en question, hem, de son fonctionnement, de ses premiers rêves, de cette, capacité. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est forcément les meilleurs à voir ce qui se passe pour nous, tu vois? Toi, j'ai l'impression que tu as eu C'est aussi vrai, où tu as pris ce temps et où tu as été peut-être aussi accompagnée à dire: «OK, là, je repère». Je trouve, la phrase qui était très belle, tu dis: «Ah ouais, en fait, là, ce qui se passe, non, c'est juste mon syndrome de l'imposteur qui est en train de sortir, là, du garage. Qu'est-ce qui se passe? Et OK, c'est juste qu'on m'a pas appris, une posture entrepreneuriale» et c'est fort de se dire: «OK, ben je vais aller chercher les compétences là où elles sont et me former à ça». Mais, pas tout le monde y arrive, surtout du côté de thérapeute. Je parle vraiment en connaissance de cause pour voir, toutes les personnes qui ont fait des formations avec moi, que ce soit en thérapie brève, et en sophro, même si la sophro, c'est pas vraiment de la thérapie, mais bon, c'est quand même de l'accompagnement de l'être humain, et tout à fait. où en fait, surtout nous les femmes, on a du mal à se dire ce vilain gros mot que tu te provoques, à dire le business et c'est pas, malsain, d'avoir une entreprise. Une entreprise égale business en anglais, en fait. C'est juste, ça veut pas dire qu'on arnaque les gens, tout ça, et nombre de partenaires, d'écoles qui ne sont plus du tout, dans ces milieux, leur rêve d'accompagnement parce que, ben, pour X ou Y raison, pas fort pour certaines, mais je pense que pour beaucoup, en réalité, c'est cette histoire de posture, entrepreneuriale, hem, Mmh. qui n'a pas été, accompagnée on nous forme à un métier, mais on ne nous apprend pas à faire les premiers pas d'entrepreneuse, quoi. C'est pas accompagné et puis peut-être Ouais. aussi que c'est pas, enfin, on l'a pas On tous. n'a pas ça envie d'avoir cette posture d'entrepreneuse Voilà, et c'est on OK. l'a pas tous, hein. Ouais. Parce que tu vois, l'année dernière, j'ai accompagné des thérapeutes qui sortent de la même école, justement dans leur positionnement, bon ça j'ai kiffé évidemment, et puis, jusqu'au moment d'ailleurs où je me suis dit: «Mince, elles sont plus positionnées que moi». Parce que c'est plus facile d'accompagner, parce qu'il y a pas les zones de frottement, il y a pas toutes les croyances limitantes puisque c'est pas les miennes, donc ça va, je peux effectivement les accompagner. Mais il y a vraiment ce bout, et je me souviens au départ en leur disant, «Pourquoi vous avez choisi d'être entrepreneur?» Et à peu près toutes m'ont répondu: «On n'a pas choisi d'être entrepreneur». Je dis: «OK, d'accord, alors pourquoi tu fais pas ton travail en tant que salarié?» Eh bah, parce que c'est pas ça va pas, parce que moi je veux être libre. Ah d'accord, donc tu veux être libre. Le salariat, tu arrives pas à trouver de liberté là-dedans? Ben non, parce que parfois les gens trouvent leur liberté dans le salariat et c'est tout à fait OK. Ça dépend des profils et finalement, tu vois, bon an mal an, elles se sont rendues compte que finalement, beh, elles avaient choisi d'être entrepreneurs et que, il s'agissait maintenant d'en épouser la posture. Et donc, ça, c'était super intéressant de pouvoir les accompagner. Mais ça demande de confronter un peu l'autre, à un endroit où finalement, moi, je me suis pas trop confrontée. C'est pour ça que je te disais que je dois la
porté cette posture depuis à peu près le départ, sans savoir que ça pouvait être ça. Est-ce que si je l'avais pas porté, j'aurais été prof différente? Peut-être, j'en sais rien, tu vois? Il y a quand même des bouts où, de toute façon, c'est toujours une posture d'autorité. Finalement, moi, je dis la posture d'autorité, c'est toute ma vie, hein, que prof, thérapeute, superviseur, maman, enfin, je te dis ça dans le désordre, hein, mais ça représente toute ma vie et c'est mon dada, à vrai dire, hein, en plus. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça colle pas à tout le monde. Mais les trop grandes libertés ne conviennent pas à tout le monde parce que derrière cette liberté, liberté de créer, liberté de choisir pour soi, ça demande aussi beaucoup de choses. Ça demande de grandes responsabilités de soi-même, de les autres et d'autonomie. Et on n'a pas forcément soit été éduqué à ça, ou on n'a pas le goût de ça. Il y a beaucoup de gens, Tout à fait. qui sont très bien en comme tu le disais si justement, qui sont très bien en tant que salariés, en fait, et il y a des gens qui se fatiguent plus et qui arrivent aussi très vite, on en parle de plus en plus, nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, qui sont, en burn-out, en fait. Parce que ça demande surtout au départ, on se lance en général, on est solo, donc on est souvent solopreneuse, ça demande d'adapter et de jongler entre des casquettes qui peuvent être épuisantes. Si on n'a pas Complètement. posé ces limites, ces fameuses limites qui sont nécessaires à notre survie, hein, voilà, émotionnelle, physique, psychologique, pour se dire: «Ben, comment je borne mon activité?» puisqu'il va falloir jongler à minima, entre cette casquette d'entrepreneuse et cette casquette, de coach, de thérapeute, Mmh. peu importe ce qu'on fait quoi, mécanicien, peu importe quoi. Oui, Mais oui, tout ouais. à fait et c'est vrai que, moi, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un burn-out. Je pense pas que j'en referai un, parce que j'en connais les signes, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement de louper mes virages. Donc, c'est vraiment, cette notion de poser des limites, hem, c'est jamais des choses qui sont posées dans l'absolu et le perfectionnisme peut se glisser dans des détails, parfois qui échappent, sauf que parfois le détail, ça devient un virage qu'on loupe. Et c'est vrai que, j'étais justement en train d'écrire un post tout à l'heure puisqu'on est, hem, bon ça coupera peut-être, j'en sais rien, tu verras. Pour sur la santé mentale et je vois toutes les injonctions qu'on peut prendre, au niveau d'être entrepreneur, on nous dit souvent: «Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça». Si en plus on communique sur les réseaux sociaux, l'algorithme veut ça, la gna gna, gna gna, il faut que tu fasses faut que tu publies tôt. Il faut que, tu publies tôt, mais que tu sois là autour. Moi, je me suis retrouvée, il y a à peu près 2 semaines assez fatiguée et bon, je ne sais pas si zé enfin là, je suis en train de découvrir que possiblement mon hypersensibilité, elle est là, l'HPI, elle peut être là aussi et peut-être bien un petit TDAH qui se pointe, hein et du coup, je fais des recherches autour de ça et je discute avec, des personnes en mastermind qui me dit, «Mais tu sais toi, si tu as un TDAH, tu es en déficit de dopamine». «Ah bon?» Donc on commence voilà à faire et puis, elle me dit: «Bah, par exemple, surtout ne prends pas ton téléphone dès le matin parce que si tu prends ton téléphone dès le matin, bah, ça te fiche en l'air toute la dopamine que tu as eue dans le week-end dans la nuit» et là moi j'ai fait: «Oups». Voilà, oups et je me suis rendu compte que je commençais à travailler à 6h30 du matin, voire peut-être parfois bien avant. Donc au moins déjà, au moins 1h30 justement avec l'écran, donc la dopamine, pouf, elle dégringole, et que, souvent, à 22h-23h, j'y étais quand même plus ou moins encore. Alors que moi, j'avais dit: «Je ne veux plus travailler autant que ce que j'ai pu faire quand j'étais enseignante». Et finalement, là, je me suis dit: «Ah, oups». Donc ça a été mais je m'en suis pas rendu compte et donc finalement, je cédais aux injonctions, sans que ça donne d'ailleurs forcément des résultats, mais je cédais aux injonctions et je me suis coincée là-dedans, je me suis emprisonnée là-dedans, et dans mon perfectionnisme au passage, sans m'en rendre compte et donc c'est ça, c'est que finalement, il y a des endroits où je sais je vais m'en rendre compte très vite et il y a des endroits où je ne me vois pas dedans et il me faut, une prise de conscience qui a lieu soit avec une discussion, soit autre chose, mais il n'empêche que, là, dans la réalité, j'étais en train
bien loupé le virage. Donc j'ai pu réajuster et changer un certain nombre de choses en me disant: «Bah, l'algorithme, il sera peut-être pas content, mais c'est pas lui qui va me dicter ma façon de faire finalement». De fait, il est pas très content. Mais ça, c'est un autre détail et là, à la limite, peu importe, ça sera à moi de trouver une solution qui me corresponde. Mais merci de le dire et puis on va rappeler que l'algorithme est une machine et que nous n'en sommes pas une. Donc, l'algorithme, lui, il est entraîné et il souhaite être nourri, des milliers et des milliards de fois par jour, parce que là, on parle en termes de milliards d'êtres humains qui Mmh, utilisent ça. Bien sûr que selon les plateformes, surtout si c'est Insta, pour ne pas le nommer, va te quelque part comme te punir de changer tes habitudes et ou de moins venir, mais ça ne fait pas tout. Je veux dire, il y a des milliers de façons de se faire connaître et je pense que notre santé mentale, si on veut perdurer, dans l'entrepreneuriat, c'est, important de j'aime beaucoup ces histoires de: «Tiens, j'ai loupé le virage, c'est pas mal», tu vois? Ça je me suis pas trop foutue en l'air, en fait. Oups, je me suis rattrapée sur la fin, mais en fait, là, je filais un petit peu dans le décor. Je trouve que c'est très imagé, c'est très sympa, mais oui, ça ne reste qu'une machine et en fait, ça ne nous appartient pas surtout. mmh, Ça c'est appartient pas. ça, c'est Ça peut ça disparaître du jour au lendemain, ce n'est qu'un outil et c'est une machine et c'est important parfois de se dire: «OK, en fait, mmh, je suis face à une machine qui est beaucoup plus forte que moi et qui est indépendante de moi». C'est-à-dire que je n'ai pas les réglages et ça change tout le temps un algorithme. Peu tout importe à le fait. réseau social qu'on utilise, même Google en termes de moteur de recherche, ça change tout le temps. On Oui, est surtout à en ce leur moment même. merci, Mmh, quelque part, donc voilà, ce ne sont juste que des outils, un moyen d'eux et il y a plein d'autres moyens de faire. mmh, Donc c'est oui méga important. Qu'est-ce et que c'est tu dis ça ouais, pardon vas-y, vas-y. Non, et non, c'est vas-y. ça le tu vois, comme tu as dit: «On est à leur merci», moi, à l'intérieur, ça me fait quelque chose. Parce que si tu t'en aperçois pas, beh, c'est ça qui se passe dans la réalité, et là, la liberté, ben, tu la perds avec, les injonctions, avec, être à leur merci et la prise de conscience, elle est fondamentale donc heureusement, que je suis entourée, parce qu'il y a des espaces où, parfois on ne le voit pas ou alors on va avoir un déclencheur qui va nous permettre de le voir. Mais bah, moi, mon déclencheur, la plupart du temps, c'est que j'ai mon corps qui fatigue beaucoup trop. C'est comme ça que je peux voir. Mais parfois, c'est avec une conversation, se saisir d'un mot, se saisir de quelque chose qu'on a lu, de se saisir en disant: «Wow, attends une minute, qu'est-ce qui se passe là?» Et d'avoir cette capacité d'observation. Tu parlais tout à l'heure, que tout le monde n'a pas cette capacité d'observation, mais c'est ça qui plus on développe plus, on peut justement avoir du pouvoir sur sa vie, en somme. Bon ça, c'est ce que je vois en thérapie aussi, Delphine, tu vois? C'est Et moi aussi, parce que tu vois, quand tu travailles avec le corps, de toute façon, moi, mais c'est ce que je voilà. fais à travers mes outils aussi. C'est pour ça que moi, je me définis en tant qu'accompagnante, mais j'ai plein d'outils, voilà, que ce soit la sophro, l'hypnose, des techniques un peu Mmh. de MDR, tout ça. Moi, j'ai été formée à ces outils, mais ce ne sont que des outils, encore une fois. Mais je suis d'accord que revenir dans le corps, parce que c'est vachement intéressant ce que tu dis. En fait, il y a toujours les signaux du corps. C'est juste que le mental aujourd'hui est tellement omniprésent. Être derrière son écran, être derrière les réseaux sociaux, c'est faire marcher que le mental. Parce que, Mmh. en attendant, même là, regarde, nous, on partage, bon, on est loin aussi, on n'est pas à côté, donc on n'aurait pas pu faire une balade pour enregistrer ce podcast. Bien vrai qu'on aurait peut-être pu aller balader derrière nos écrans, mais ça aurait été compliqué. Mais voilà, on se rencontre quelque part, mais on se rencontre dans un espace qui est virtuel, puisque nous sommes loin pour enregistrer cet espace-là. Et du coup, bah, nos corps sont figés. Le temps de cette discussion, nos corps sont figés. Et si derrière, bah, on ne remet pas du mouvement par une balade, par aller prendre l'air dehors, un rayon de soleil, peu importe, de respirer, rien que de s'alimenter correctement à des heures fixes, de boire de l'eau Mmh. régulièrement dans sa journée. Parce que des fois, ben oui, on enchaîne les rendez-vous, on reste assis, mais à quel moment je retourne dans mon corps? Et Mmh. c'est tellement nécessaire, en fait, parce que le corps, moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, le corps envoie toujours les signaux. C'est juste qu'on ne veut pas les écouter et que le mental nous dit: «Mais non, c'est rien». La migraine, je veux dire, incroyable, Ah bah ça, c'est avoir une récurrent. migraine et que ce soit tes élèves à l'époque qui te disent: «Madame, je crois que vous avez la migraine parce que vous devenez incohérente, Ah quoi». oui, oui, non, puis c'est Ouais, c'est c'est vraiment tu vois, rétrospectivement, je me dis: «Waouh, j'en étais là, quoi».
Mais il fallait aller travailler, il fallait que je leur donne tout ce qu'il faut pour leur bac. Il fallait que, tu vois, le côté toute puissance et indispensable finalement. Que là, aujourd'hui, la personne qui est indispensable, c'est moi à moi-même. Et mon corps est indispensable parce que c'est mon seul véhicule. Alors, je te dis pas que je le respecte à 100%, hein, mais je sais que, par exemple, j'enchaîne très rarement les séances de thérapie ou de supervision. J'ai un temps d'arrêt où je vais bouger dans le corps de façon systématique. Et il y a un bout aussi où je vais pas aller au-delà. Je ne vais pas faire une journée d'e-thérapie. De toute façon, après, moi, enfin, je suis pas compétente. Je peux pas être présente pleinement à mes clients ou à mes clientes si je suis pas bien dans mon corps. Donc, ouais, c'est sûr que les émotions, de toute façon, elles sont inscrites dans le corps. Donc, par définition, c'est les émotions la porte d'entrée. Donc, je vais dans mon corps autant que faire se peut. Il y a des moments, c'est plus compliqué. Mais c'est humain, on a beau avoir les outils, parfois on se laisse dépasser parce que c'est notre mental qui nous guide aussi, c'est comme ça. L'essentiel, c'est d'y revenir et d'avoir la conscience et je suis vraiment d'accord avec toi, à partir du moment où, hem, on y va petit pas par petit pas et après même ça nous manque, c'est-à-dire on le ressent vite. C'est-à-dire que même quand on est Mmh, dans le mental: «Ouh là, je commence à avoir mal au dos, j'ai mal à la jambe, tiens, j'ai une espèce de début de migraine» ou mmh, «Qu'est-ce qui se passe?» Ben, on le sent et je sais pas si toi ça te le fait, moi souvent je sais, ah ouais en fait là j'ai mal là, mais en fait je crois que je suis déshydratée. Alors qu'avant je dirais: «Ah ben j'ai mal dormi». Et non, non, c'est peut-être que jusque là en fait, je suis déshydratée ou j'ai besoin de bouger et à quel moment on s'autorise de le faire et je suis mmh, bien d'accord avec toi quand on accompagne les personnes. Moi je ne peux pas enchaîner, si j'accompagne le matin, je fais autre chose l'après-midi, c'est mmh. pas possible et il y a 2 demi-journées, de toute façon dans la semaine où je ne travaille pas. Pour déjà pour être avec mon bébé, pour en profiter de ce dernier bébé, mais pour aussi couper en fait, couper parce que, on reçoit beaucoup d'énergie des gens aussi, qu'on accompagne. Donc c'est important de se respecter, évidemment, c'est important. Tu en es où toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de cultiver? Qu'est-ce que tu cultives peut-être déjà? J'en suis où aujourd'hui? Beh et j'ai envie de te répondre, mais ça fait un petit peu bateau, je suis en chemin quoi finalement. Enfin, je suis en tout cas j'ai vraiment cette sensation d'être sur mon chemin et de, pas trop forcément savoir où je vais parce que des fois je vais pas là où j'avais prévu. Heu Globalement, je suis Comme quand même nous tous assez et toutes. entêtée quand même, hein, donc accessoirement, j'avais dit que je resterais 20 ans dans l'éducation nationale. J'ai pas fait exprès, j'ai calculé, je suis restée 20 ans dans l'éducation nationale, tu vois? Donc comme quoi, tu vois, j'arrive encore à me donner des trucs. Mais j'en suis où aujourd'hui? Mais j'en suis à la limite là où je suis et c'est bien, c'est que j'ai vraiment appris à être autant que possible dans l'ici et maintenant, quand avant, j'étais pas dans l'ici et maintenant, j'étais pas mal dans le passé ou dans le futur. Et aujourd'hui, j'ai envie comment dire? Peut-être de m'épanouir, mais je me sens déjà épanouie, mais de légitimer, tout ce qui se passe pour moi, en somme, de légitimer, j'aime bien découvrir encore, bah, évidemment, de toute façon, je vais découvrir jusqu'à ma mort, mais je suis toujours, moi, en thérapie, donc découvrir un petit peu ce que moi, je peux, porter, découvrir des croyances limitantes, ça me fait jamais très plaisir, mais quand même, j'aime bien les repérer, mais ce genre de choses. L'élément, c'est de pouvoir, assumer pleinement qui je suis et y compris du côté pro, et là, on va revenir au point de départ, c'est la place de la femme qui va aller chercher, tu vois? C'est au niveau, je vois bien qu'en 1 an ou 2, c'était pas vraiment une question, mais là, ça devient vraiment une question et d'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, que dans mon accompagnement, j'ai recentré sur l'accompagnement, des femmes, que ce soit en thérapie et en supervision. Ça veut pas dire que j'ai pas d'hommes dans ma clientèle, mais c'est plus, aider les femmes à briller quoi, à prendre leur place, à sortir de l'ombre, à on a dit qu'on avait le droit au gros mot, mais c'est ça, à prendre ouais, prendre leur place. Le gros mot, il vient pas, mais il est Allez, vas-y, sors-le, cœur. ton histoire. Cette putain de place, bordel. Je t'aide. Mais voilà, c'est le fuck, finalement, c'est ça qui me revient, tu vois?
je suis en train, tu vois, je suis en train de lire un bouquin qui me déclenche à peu près toutes les 2 secondes. Quand je dis 2 secondes, voilà, c'est l'homme préhistorique est aussi une femme. Et donc, ça reflète toute l'histoire et du coup, l'histoire du patriarcat derrière. Ça me fait grincer des dents. Tu m'étonnes et tu comprends pourquoi moi, des années plus tard, même si je me suis arrêtée, j'avais fait une pause entrepreneuriale, heu, j'ai eu beau accompagner pendant des années avec, la sophro, la thérapie brève, la préparation mentale. Je me suis dit: «Il manque vraiment un truc» et dans mes valeurs féministes, j'étais, chafouinée à chaque fois, tu vois? De dire, Putain, mais en fait, on parle pas de l'essentiel et ce qui nous casse les ovaires à nous les femmes, c'est que, ben, on a été niées aussi pendant des années, qu'on a été effacées de l'histoire. Donc je ne connais pas ce livre, je le lirai avec grand plaisir. Voilà, je ne l'ai pas lu en tout Tu cas. vas voir à quel point ça fait des années. C'est qu'on est dans des millions Ah, mais des d'anciennes. millénaires, Voilà. c'est oui et voilà et c'est pour ça que j'accompagne aussi sur le volet, féministe pour que les femmes prennent conscience de ce qu'est cette superstructure du patriarcat. C'est le système dans lequel on vit. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas contre les hommes. C'est juste que tout Ah a non, pas été du tout. fait autour de l'homme, pour Mm. l'homme et que la femme a été souvent, qu'une servante ou qu'une monnaie d'échange et que tant qu'on prend pas conscience de ça, beh, parfois on comprend pas, mais pourquoi je galère et pourquoi je suis dans le mal-être? On aura beau faire on le sait, nous sommes thérapeutes toutes les 2, toutes les thérapies du monde, si je n'ai pas la conscience du système dans lequel tout ça se produit, bah, je bug en fait. Donc Mm, mm. Et merci puis pour la voir comment nous, on référence porte aussi ce système-là. C'est que et moi, comment on je le me suis rendu compte. transmet mm, exactement, des endroits exactement. où je le portais, où je me disais, waouh, d'accord, ok. Et c'est intéressant, mais tu vois, on revient sur la prise de conscience. Ça veut pas dire, tu vois, de révolutionner, on n'est pas, mais juste de dire, attends, là, il y a un truc qui fonctionne pas. Bah, déjà révolution non, toute seule, j'arriverai pas à le dire. Révolution-nous, commençons par là pour pouvoir aller, Mm. transformer le reste à l'extérieur. Ouais, ça s'appelle le patriarcat intériorisé et on l'a toutes et tous. Ouais, c'est C'est ça. normal, en fait. C'est normal parce que c'est des millénaires de transmission, d'éducation et de vie dans ce Mm. système-là. Donc, ce n'est, la faute de personne, si ce n'est du patriarcat en lui-même. C'est une structure, Complètement. de vie collective, c'est comme ça. Pour terminer, la question que je pose à chacune des personnes que je reçois ici, s'il y a une chose que tu aurais aimé entendre plus tôt, si tu avais une femme qui était un peu comme toi à l'époque, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Comme toi à l'époque d'avant où Mm. c'était pas top, quoi? Je lui dirais, bah, ce qui m'est venu tout de suite, c'est tu es assez. C'est tu es assez et tu as ta place. Mais tu es assez parce que ça découle finalement, tout découle de ça. Ouais, c'est ça. J'adore et ça fait tellement de bien de s'autoriser à se dire ça ou de l'entendre de la part de Mmh. quelqu'un de: «Tu es assez comme tu es», effectivement. Trop, trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Magali? Si tu as des réseaux sociaux, site internet, c'est le moment de tout balancer. Tout balancé. Alors, je n'ai pas de site internet, c'est en projet par OK, contre, parce que ouais. j'aimerais bien avoir mon chez moi justement Oh, et ne pas ouais, dépendre je des réseaux comprends. sociaux. Sur Instagram, j'ai 2 comptes. J'ai un compte supervision pour les coachs et thérapeutes, donc c'est Magali Mordin arrobase, non pas arrobase, c'est Magali Mordin.supervision. Ça partagerai le lien. Quand on tape mon nom, de toute façon, on le retrouve. Et mon compte thérapie, un petit peu plus étoffé parce qu'un peu plus âgé, on va dire, même si ils sont quand même assez jeunes, hein, Magali Mordin. Et je suis aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je fais une petite popote entre les deux finalement, mais c'est quand même plus centré supervision. Ouais, très bien. Bah, ouais, c'est plus, axé pro, aussi. Puis de toute façon, je mettrai les liens de ces 3 comptes, du coup, 2 comptes Merci Instagram et le Delphine. compte, avec grand plaisir, LinkedIn. Merci beaucoup, Magali, pour ce temps d'échange et j'espère que ça inspirera assurément toutes les thérapeutes peut-être ou les futurs thérapeutes qui nous écoutent, mais aussi, bah, toutes les femmes, à travers ton parcours. Merci Merci beaucoup. Delphine de ton écoute. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là.
je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.